Moi en vrai, j'ai toujours tellement aimé Madagascar que ça fait toujours plaisir d'en parler. En primaire, jusqu'à la CE2, Ouais. c'est dernier de la classe, un truc comme ça. Ah ouais. Bah, j'étais nul. Ouais, mais il faut acheter d'autres. Faut manger du poisson. Non, il faut manger tout ce qui est substitut de poisson, du coup, comme avocat. Qu'est-ce que je t'en C'est pas disais du poisson l'avocat. Je sais pas, c'est l'oméga. Ah. Pas tout quoi. Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cet épisode partie 2 avec Elliot, notre invité du jour. Pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, elle est bien évidemment disponible sur la chaîne. N'hésitez pas à aller checker ça. On va parler bien évidemment de Madagascar, de tous ses projets, de la culture un petit peu. Je vous invite donc à vous mettre en place, à vous poser tranquillement pour ceux qui regardent la vidéo ou pour ceux qui écoutent, écoutez tout simplement. Allez, à tout de suite. En fait, moi je dissocie beaucoup religion et foi. Ok. Parce que je suis chrétien de confession, protestant de confession. J'ai fait l'école du dimanche, pour dire. Le catéchumène, je suis confirmé. Parce qu'il fallait être confirmé avant de partir, hein, quand même. Mais ma mère dit, ouais, t'es confirmé avant de partir. Hein. Du coup, j'ai ma confirmation. Ouais. Mais après, moi, pour la petite histoire, petit, je voulais devenir pasteur. Ok. Ouais. Parce que... C'était une vocation. Ouais, c'était là, je voulais devenir pasteur en fait, parce que mes pasteurs ils étaient trop charismatiques, ils étaient trop fous, c'était des dingues. Franchement, c'était des dingues. Genre, pour de ce temps-là, c'était quoi? C'était 2000. C'était des dingues. Ils avaient un. Ils me disaient. Des fois, ils me parlaient un peu à moi, parce que j'aimais trop leur poser des questions. Et ils me disaient, ouais, tu sais, Elliot, le christianisme, les églises, tout ça, c'est une structure. T'es pas obligé d'avoir cette structure-là. Tant qu'au fond de toi, tu portes ta croix, enfin, tu as ta foi. Et dans la vie, en fait, ça se construit et tout ça. Il y avait même une sorte de dit, ouais, t'attends toi-même ton propre enlightenment en anglais, ta propre, comment ça s'appelle ça, je sais pas, ta quintessence. Et du coup, il disait un truc comme ça, tu le fais toi-même en fait. Qu'importe comment tu le trouves. Ouais. Que tu le trouves, je sais pas, dans le bouddhisme, dans l'islam, dans ce truc et tout. Où on parle des gens, pendant l'autopsie, tu vas le trouver et puis je dis, ah ouais, en ce temps-là, quelqu'un qui parle comme ça, et qui est pasteur d'une église qui est plutôt pas mal conservatrice quand même, il se dit, ah ouais. Et puis du coup, je voulais devenir pasteur. Ouais. Et je connais pas, je dis pas que je connais bien la Bible, mais j'aime bien, il y a des citations qui sont pas mal, hein, des histoires, des paraboles et tout, mais... Et puis du coup, en fait, déjà, le catéchumène est arrivé ici, ouais, je prie quand même, moi je prie pas mal. Après, je suis pas très pratiquant. Je vais pas tout le temps à l'église, voire jamais. Après, ce que dit Ma mère me tuerait si c'est vraiment ça. si vous voyez ça. Mais gros, en gros, je suis pas. Mais je prie, en fait, je pratique ma foi à ma manière, en priant, en parlant, en échangeant, en méditant. Je médite beaucoup. J'aime beaucoup du yoga un peu. Ouais, yoga, je vais commencer. Je trouvais que c'était pas mal ça. Et en fait, les gens ils ont des corps de fous quand ils font du yoga. Je fais, ah Il faut ouais. une souplesse aussi. Hein. Ouais. Ah ouais. Après, taekwondo, on méditait beaucoup déjà. Mon père, il nous apprenait à méditer. Ma mère m'a appris à méditer. On a notre mode de méditation par personne. En fait, parce que aussi on est très. Dans l'esprit, on est très d'une famille très spirituelle. Que ce soit dans le christianisme ou en général, on est très très spirituel. On croit aux dons. Chacun a un don. Je dis pas que nous, chacun a un don, je pense que tout le monde, en général, même dans la pièce, nous, a un don spécifique qu'il faut exercer. C'est quoi le tien du coup? Moi, ce serait quoi? Moi, mon don, je sais pas c'est qui m'avait dit ça, je crois que c'était ma soeur qui m'avait dit ça ou ma mère. Et ma mère, je pense, ils m'ont dit, moi, mon don, c'est un peu. J'ai tendance à. Quand je suis un peu déprimé, ou que je suis un peu, je sais pas, dans le bien, genre, je me mets à démarrer un peu et puis après ça se sent dans toute la salle. Ok. Tu dégages quelque chose. Je dégage, c'est comme une fréquence, un truc qui dégage. Okay. Et quand je suis par contre, quand je suis très très jovial, parce que moi je suis soit toc, et ça, quand je suis très jovial, ça se sent aussi dans la salle. Okay. Ça se. Une certaine vibration. Ouais, il y a une vibration, j'ai des fréquences, voilà, une fréquence que j'aimais. Okay. D'ailleurs, trop marrant, les chats ressentent. Ok. tous les chats, on a eu des chats, mais il y a un chat super méchant qui est venu à la maison une fois. C'était le chat de mon oncle et puis c'est nous qui l'avons hébergé à un moment.
il était horrible celui-là. Il était méchant quoi. Il était méchant, il attaquait les chevilles et tout. Ah ouais. Sauf moi. Ah ouais. Ouais. Sauf moi. Il se mettait sur mes genoux. Peut-être parce que je sais pas, elle se dit, ouais, lui, il est bonne vibe. Et du coup, il se met. Tu dis, en fait, les animaux en général. Et puis du coup, c'est ça. Par exemple, pour ma soeur, elle reçoit des messages. Elle rêve. Mhm. Et ça arrive. Ok. Elle dit, ah, j'ai rêvé de ça. Et puis ça arrive. Ah ouais. Il y a ma tante, elle sait qu'elle va recevoir de l'argent. Elle reçoit. Ah ouais. C'est des trucs comme ça. Genre, Incroyable. il y a des petits dons comme ça. Et puis moi, je crois que ça faut le nourrir et tout. Et en fait, c'est une relation de soi à soi. Et si c'est ta relation avec toi est bien, tu peux aussi la transposer aussi avec une relation avec Dieu. Dans la mesure où Dieu, c'est l'univers, Dieu, c'est tout, quoi. Et du coup, bah, tu demandes, si tu demandes bien et de la bonne façon, et avec les bonnes intentions, parce que c'est les intentions qui comptent, ben, tu reçois toujours. Et moi, je pense que ça m'a bien fait tenir ici. J'ai toujours demandé et j'ai toujours reçu. C'est marrant. Mais quand je demandais mal, je recevais pas. Ouais. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai des galères, parce que moi je suis malchanceux. Vraiment malchanceux. Mais quand je demande, je reçois. Quand il faut bien croire, franchement, il faut. Je dis pas. Je dis faut croire en ce que tu demandes en fait. Ok. Et après, il faut plus bien profond demander. de soi. Ouais, au plus profond, ouais. Ouais. En fait, si que ce que tu demandes, ça te met une petite sensation au niveau de l'estomac, du ventre et tout là, et au niveau du torse, tu sais que c'est une sensation chaleureuse, tu sais que c'est une bonne demande. C'est une bonne intention. Ok. C'est une bonne intention, ça passe. Ok. Bah, le message est passé. Ouais. C'est beau ce que tu dis hein, depuis tout à Ah, l'heure. ouais, ouais. Je suis comme un gosse là. Mais mon père dit ouais, Elliot, c'est à toi dans 3 ans, il y a ta soeur qui arrive, fais en sorte que ça se passe bien. T'es une grosse pression quand même, tu sais pas vivre encore. Hein. Ouais. Ma grand-mère disait la même chose, ouais, toute la famille, elle va compter sur toi. Cette pression, elle arrive jeune en plus. Ouais, hein. jeune, très jeune. Tôt. Quand j'avais 10 ans, enfin, t'es l'exemple. Avec les cousins aussi, c'est la même chose parce que je suis aussi l'aîné de Du cousin. ma Ouais. cousinade, d'une de mes cousinades. Et du coup, bah ouais, tu t'occupes de tes cousins, faut pas qu'ils fassent des bêtises. C'est toi qui prends si jamais on voit que ça fait des bêtises et tout, bah toujours c'est moi qui ai pris quoi. Ouais. Enfin, j'ai pris pas mal. Hein. Mon frère aussi l'a pris, mais on faisait des bêtises. Ouais. Et du coup, bah c'est ça, c'est un peu ce truc-là, ça fait une certaine pression énorme jusqu'à, je crois qu'elle est pas partie avant ce mois de décembre. J'ai eu une discussion très longue avec mes parents et après ça. Tes frères et sœurs et tes cousins sont devenus plus grands aussi. Est-ce que ça a un peu laissé une certaine. Ouais, en fait, mais même quand ils ont truqué, il y a toujours un truc au fond de ta tête Ouais. qui dit ouais, il faut que je. Mais je pense que Ouais. tu comprends un peu ce que Oui, je veux dire, tu sais, parce oui, que totalement. toi aussi t'es l'aîné. Là. Pas du tout. Ah ouais, J'ai un petit frère, mais t'as un petit frère, mais ma grande sœur, je sais qu'on en parle souvent. Et quand nous on était à Madagascar, effectivement, c'était vraiment elle avait une relation particulière avec les grands. Ouais. Parce que nous on voyait, elle avait une relation particulière avec les grands, et on voyait que c'était vraiment, c'était presque, parce que du coup moi j'ai perdu ma mère très jeune, et ce qui fait qu'elle a pris aussi tu vois, naturellement ce lead d'une certaine manière, tu vois. Et je pense que vraiment, enfin, moi je l'ai observé à travers elle du coup, où l'aîné a vraiment une responsabilité forte au sein d'une famille. Bah, c'est un autre parent. C'est ça, C'est ça exactement. en fait. Tu deviens. Petit à petit, tu deviens l'autre parent. Tes parents te forment pour être un parent. Exactement. Et t'es le parent. Des fois aussi, t'es le parent de tes parents. Ouais. Tu vas être plus. Là, Tu prends de l'âge. Plus je prends de l'âge, là maintenant, plus tu es majeur, etc., quand les parents sont arrivés et qu'ils sont un peu plus vieux, tu deviens le parent de tes parents. Et ça aussi, on te prépare pas. Enfin, déjà, après, bon, je suis plus le parent de mes frères et sœurs. Ça va, quand ils étaient plus petits, oui. Mais même des fois, ouais, Elliot, est-ce que. Ouais, s'il te plaît, on a faim, des choses comme ça. Enfin, ils hésitent pas non plus. Ouais, ça reste. Mais ça reste, on va dire. Ils le savent en fait. Ils savent oui, que moi. c'est sûr. Ouais. Ok. Et tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Genre, l'exemple numéro 1 avec les frangins et après avec les parents, après les parents. Ouais. Même avec les parents, moi, aujourd'hui. À l'aéroport. Une fois, on est allé à Madagascar ensemble tous les 3. Ouais. C'est moi d'ailleurs en mode. Mais tout le monde a ses passeports, hein. C'est toi qui gérais tout. Ouais, c'est moi déjà. Ah ouais, dans 2 minutes on part, hein. Ouais. Il est où Lionel? Mais non,
Elle est où Audrey? Non, mais me dis pas que t'es allé te balader. On est un truc et tout. Mais elle est où? Tiens, genre, il faut. Et puis les deux, c'est comme ça en mode. Ils savent que je gère, quoi. Ça me rappelle une anecdote de fou. Bah, Alors, vas-y, je te raconte. vas-y. En gros, bah, du coup, moi, je pars de Madagascar à l'âge de 8 ans. Donc, nous, avec mes frères et sœurs, du coup. Et moi, je suis un gamin. Tu vois, je sais pas ce qui se passe. Tu vois, je sais pas ce qui se passe. Et j'ai ma petite pochette, tu sais, quand t'es mineur, t'as une petite pochette comme ça et tout. Et l'avion va atterrir. Et moi, je sais pas, j'ai envie d'aller aux toilettes. Je pars aux toilettes. Je laisse tout là-bas. Je te jure, je laisse tous mes affaires, les trucs, mais sans me rendre compte. C'est-à-dire que je sors de l'avion, j'ai plus ma pochette. Ma soeur, elle me regarde, elle est où ta pochette? Personne ne sait où est ma pochette. Même l'hôtesse, personne ne sait, tu vois. Alors que dedans, passeport, tout. Et c'est la panique. Et c'est la panique juste avant qu'on sorte, en fait. Du coup, ma soeur, elle retourne voir l'hôtesse, machin. Et on retrouve dans les toilettes la petite pochette bleue. Et là, elle me regarde, elle était pas bien. Elle me dit, mais t'es sérieux et tout. Mais ouais, en fait, tu vois, je sentais à ce moment-là qu'elle allait m'engueuler, justement, comme une daronne, en fait, clairement. Mais c'est un truc de fou. Mais le pire, tu sais, quand tu racontes l'histoire, c'est exactement ce qu'elle pense. Exactement ce Moi, je t'aurais tué. Mais je t'ai dit 1000 fois, la pochette, on met déjà autour du cou. Mais je sais très bien ce qu'elle pense et tout. T'as commencé quand t'as ton parcours associatif et dans quel contexte? Ok, longue histoire. En fait, moi, j'étais pas trop engagé avant ma 3e année. C'est en revenant d'Afrique du Sud que je me suis dit, tiens, on peut faire des trucs. J'ai envie de faire des trucs. Et ça a commencé avec un pote dans une association de reforestation. En fait, on voulait plutôt faire de la culture de bambou. Okay. Et on a commencé par là, on a bien avancé, ça a aidé, ça a commencé à aider on a commencé à chercher des terrains, on a commencé à aider quelques communautés locales. Mais après, je me suis fait approcher en fin 2015-2016 par un groupe de personnes, MWR, Madagascar Will Rise. Okay. En fait, c'était les fondateurs de ce temps-là. Après la vidéo, ils sont venus voir, ils m'ont dit ouais, Elliot, est-ce que ça te dit de t'engager avec nous pour Madagascar, faire un truc pour Madagascar en fait. On aimerait bien faire un truc pour Madagascar, on a créé ce truc-là, Madagascar Will Rise, mais on aimerait bien faire quelque chose en plus pour aller vers Madagascar. Et en fait, moi j'étais plutôt j'étais déjà à peu près dans le conseil, les affaires publiques et la gestion de projet à ce temps-là. Et j'avais appris aussi en Afrique du Sud à ce moment-là. Je me suis dit, ok, moi je peux vous aider à structurer la chose. Parce que moi, c'est plutôt ça ma spécialité. J'arrive à structurer je suis assez bon pour structurer les choses. Okay. Genre, quand quelqu'un a besoin de structure, je sais comment à peu près, tu fais ça comme ça, tu prends une asso, tu prends un truc, tu cherches la subvention comme ça, tu as 3 personnes, j'arrive à structurer. Du coup, j'ai dit, ok, moi je veux bien vous aider à structurer. Okay. Déjà, toi, tu cadres. Ouais, tu cadres tout. Structurer le bureau, faire des statuts, règlement intérieur. Et après, on avait commencé avec Madagascar Will Rise, avec les premiers workshops. Où on parlait de Madagascar, c'était des échanges dans des salles où on parlait par sujet éducation. On a commencé par l'éducation. Ça a créé le projet Mibalik, qui a été fait à Madagascar autour de l'éducation. C'était une cantine solidaire. Okay. Dans une commune à Mada là. Et après après ça a commencé, chaque projet en fait, chaque workshop a créé des pôles. Ça c'était pôle éducation, puis moi j'ai fait un workshop sur l'environnement, puis ça a créé mon pôle à moi qui c'était Renran. Puis nous on faisait comme ça, on commençait déjà à faire des potagers permaculture, etc. Audrey a fait son workshop et puis j'avais appelé Audrey, j'ai dit ça te dit de venir avec nous aussi. Et Audrey a créé son workshop et ça a créé Malagasy Women Empowerment. Malagasy Women Empowerment autour de la représentation des femmes. Et du coup ça a commencé comme ça, etc. Et puis du coup on a travaillé dessus. Et puis après on est parti, Audrey et moi, de Madagascar Will Rise, ça a continué. Moi j'ai voulu continuer dans l'environnement, donc j'ai créé HAL. En même temps j'ai créé HAL. Audrey a continué avec Malagasy Women Empowerment. Et là, jusqu'à aujourd'hui, on continue. Du coup, là, c'est plutôt dans la ergoforesterie permaculture, mais plutôt dans le développement communautaire des locaux à Madagascar, des agriculteurs locaux. Donc, moi, c'est plutôt ça qui me parle. Okay. C'est l'agriculture, l'agroécologie même. Et en même temps, il y a eu
avec Manda, qui a été créé, qui pas dans Mario Solar, mais qui a été créé en parallèle, où on s'est dit, du coup, avec, mes amis, Woubi, Sophie, à Bordeaux, en ce temps-là, qui a dit, ouais, pourquoi est-ce qu'on se ferait pas? Parce qu'on voyait qu'on commençait à avoir beaucoup d'artistes qui montaient, Boy, Tout The Kid, il y a eu les Vanguard d'aujourd'hui qui dansaient, il y a il y a beaucoup de créatifs autour de nous. Mais jamais on se dit ouais c'est chaud, quand est-ce qu'on passera sur des médias, genre quand est-ce qu'on passera par des médias, quand est-ce qu'on verra que Madagascar ça a du talent, et on se dit et puis un moment je me suis dit ah tiens, pourquoi on ferait pas notre truc, pourquoi est-ce qu'on ferait pas notre truc en fait, on a des caméras, on a le truc, on a le talent, tu sais monter, c'est prendre des photos, faire la com, vous êtes forte et tout, moi je sais structurer, je structure le truc, et puis on a commencé comme ça en fait. Puis avec Mada ça a été créé comme ça, on a commencé par des petits spots vidéo, puis on a fait des spots vidéo, on a fait des interviews, on a interviewé Tout The Kid, parmi les premiers à interviewer Tout The Kid, une vieille vidéo qui traîne sur notre Facebook je crois, et sur notre YouTube, vieille vidéo de chez vieille quoi, et Tout The Kid dans ce temps là je me rappelle, il habitait encore Il était déjà aussi connu qu'aujourd'hui. Ouais, il commençait à monter. Il commençait à monter. Faut que je regarde la vidéo, je me rappelle plus où est-ce qu'il habitait déjà. Mais du coup, en fait, on est monté. Et puis, en fait, avec ma sœur, ça s'est arrêté. Et puis après, j'ai fait Hall. Et puis après, avec des amis, on a fait Zakou Anourn. Ça a commencé par Zakou Fit. En 2018, on s'est dit que la diaspora, elle méritait de voter, quoi. Du coup, on a organisé avec nos amis les élections fictives, les élections symboliques. Et après, ça a fait Zakou Anourn et tout. Après, moi, j'ai arrêté Zakou Anourn, j'ai continué sur Hall, et puis aujourd'hui, ainsi de suite, Akmada. Ok, très actif. Ouais, j'ai beaucoup de choses, même trop, je crois. J'ai trop de choses. Selon toi, c'est quoi les vrais besoins de Madagascar aujourd'hui? Les vrais besoins? Ouais. Il y a pour moi, il y a deux secteurs. Trois. Le troisième, mais plutôt deux secteurs. Okay. Le principal pour moi, c'est l'agriculture. Pourquoi? Parce que je combine l'agriculture et l'environnement. Mais je m'explique. En fait, on est 80%, la population malgache, c'est des agriculteurs. De base, vraiment 80%. Et 80% de ces personnes-là vivent sous le seuil de pauvreté. Bizarre. C'est vraiment, on se concentre beaucoup sur les villes. Mais en réalité, les personnes qui souffrent vraiment, sont celles qui sont en zone rurale, voire en zone côtière. Et je trouve ça pas ça normal, en fait, que des personnes qui nourrissent la majeure partie des gens sont les premiers à ne pas se nourrir. Et en gros, faire cette agriculture, donc faire en sorte que les gens se nourrissent, arrivent à se nourrir, c'est la base totale. Ah oui, c'est un besoin primaire. Tu peux pas apprendre, tu peux pas enseigner, tu peux pas faire des techniques, tu peux pas construire si tu te nourris pas. Qui nous nourrit, c'est les agriculteurs, et il faut qu'ils se nourrissent, il faut qu'ils y arrivent. Il faut qu'ils se nourrissent, mais de manière durable. C'est là qu'en fait entre l'environnement. C'est-à-dire que dans Hall, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait du développement communautaire, on fait de l'agroforesterie, en fait, on plante des arbres, et sur la cime des arbres, entre les arbres, on met des plantes maraîchères, c'est-à-dire à destination alimentaire, principalement des plantes, et comme ça, pour prouver aux agriculteurs qu'en fait, il n'y a pas besoin de défricher pour planter. En fait, plus tu plantes, et on montre aussi que plus il y a d'arbres, plus ça pousse bien. Et de tout type, en fait. On commence par les maraîchers, et en même temps, nous, on met des plantes à valeur ajoutée, forte valeur ajoutée, du café, du Vaudspierfir, des baies roses, du safran. Du safran, on en a, du safran et tout, sur les terrales, on a du safran, des trucs comme ça. La vanille, ça dépend des zones. L'ylang-ylang et tout, et en fait, c'est des arbres, en fait. C'est du houblon, et en fait, on prouve qu'on leur dit ok planter, parce qu'ils disent ouais mais un arbre ça prend 1 an, 2 ans à pousser, ça va pas nous nourrir ça, mais des arbres fruitiers, il a dit ok je vais vous montrer, vous commencez par les radis, les haricots, le voindou, etc., les arachides, les tomates, etc., le poivron, et c'est aligné comme ça en fonction de la durée de pousse en fait. On met les principales, celles qui poussent le plus vite au milieu, puis celles qui poussent un peu plus lentement, et puis on agrandit petit à petit jusqu'à l'arbre, en fait, qui prend plus de temps. Okay. Du coup, le temps que l'arbre pousse, t'as tous les autres plants qui ont déjà donné à manger. Donc les gens ils se nourrissent, et à la fin, ils ont des fruits.
quand l'herbe elle est bien poussée. On met des bananiers pour donner la banane. Ouais. Il a dit, bah ok, et ce qu'on fait, c'est qu'on fait, ok, ben, la plupart, prenez ce qui vous suffira pour vous nourrir, le surplus, vous nous les vendez, on vous les achète. Ouais, c'est ça. Comme ça vous fait du revenu aussi. Mm. Et je pense que c'est un modèle qu'on essaie de mettre en place dans tout, et on commence dans les petits villages, même dans les hameaux, vraiment, des trucs de 3-4 maisons, des familles. Et en fait, on fait petit à petit, de village en village, de ville en ville. L'objectif, c'est d'abord de faire un Fouktan, après un jour un district, un autre jour une région. Et en fait, on fait ça dans plusieurs régions. On essaie de faire ça Majinga, Tamata, dans le nord, dans le sud, à l'est, même ou dans le sud, il y a Foutou qui fait ça avec Vouléo. Qui fait ça avec Vouléo, c'est très très bien d'ailleurs, ce qu'il fait et tout pour prouver qu'on peut faire pousser aussi sur le désert, faire reculer les dunes, etc. Et en fait, moi je pense que c'est ça qu'il faut commencer par là, il faut commencer par nourrir la population. Pour moi, c'est ça. Madagascar, première mission, nourrir. C'est qu'en fait, en gros, culturellement, Madagascar, c'est très riche. Pour moi, je pense que c'est ça la principale richesse. C'est la principale richesse. C'est notre capacité à savoir chanter, capacité à savoir danser, capacité à savoir faire de la peinture, de la poterie, de l'art, dans toutes sortes. Et en fait, on est trop bon à ça. Ouais. Mais c'est marrant parce que tu dis ça, mais quand j'ai préparé moi ce podcast, pas celui-ci en particulier, mais ce projet, je découvre à chaque fois. Il y a un artiste, il y a des dessinateurs, t'as des chanteurs, des danseurs et des DJ, enfin bref. Et je me dis, mais j'avais pas vu ça, j'étais dans mon truc au début, et au fur et à mesure, je découvre à chaque fois un nouvel artiste, un machin. Mais c'est incroyable, et c'est un vivier d'artistes, c'est assez impressionnant. Et on se rend pas encore compte, les gens se rendent pas compte, mais ça va venir. Avec Atmada. Parce que tu connais, pas que Atmada, je pense qu'en général, ça vient. Mais ça va venir. Tout. Je sais pas, moi, est-ce que tu connais des Malgaches qui ne chantent pas? Ou qui ne jouent pas, peu, ou qui ne dansent pas, ou qui dansent pas bien, très peu. Ou qui font pas la peinture, qui a un art, qui prennent pas des photos, des bons vidéastes, des bons. Pareil. Incroyable. Genre, Aya Nakamura, son prod, il y a je vois son beatmaker ou producteur, il y a un Malgache. Il y a Kendrick Lamar, c'est il y a un Malgache. Dis, mais il y a des réalisateurs, c'est des grands malades. Il y a un Malgache, tu te rends pas compte que c'est un Malgache, tu fais. Mais en fait, artistiquement, t'as toujours un Malgache qui est fort artistiquement. Et je pense que c'est un truc qu'il faut qu'on arrive à accepter qu'on est comme ça. Et si c'était ça, tu vois. Et si c'était pas l'industrie, et si c'était pas le digital, et si c'était ça. Tu vois. Et si c'était ça, et c'est si vrai. ça. Parce qu'il y a aussi ce côté, c'est ce qui nous caractérise aussi, c'est une sorte d'humilité. On n'est pas trop à vouloir dire qu'on sait faire ça. On aime bien le faire, mais d'où beaucoup de compositeurs, beaucoup de, tu vois, qu'on voit pas forcément comme ça. Mais on aime bien, comment dire, on préfère être un peu discret. Est-ce que tu as le même regard que moi par rapport à ça? Ouais, l'humilité, ça c'est sûr. La discrétion aussi, ça c'est sûr. L'humilité, ça c'est sûr. Je pense qu'on a beaucoup d'humilité et je pense que c'est une très bonne chose. C'est très bien d'avoir de l'humilité. Discret, je pense qu'il faut qu'on arrête un peu d'être trop discret. Parce qu'on commence faut se montrer, mais avec humilité. Toujours. Donc on a la base, c'est bien. C'est ça. Faut continuer. Faut y aller, quoi. Faut sortir de notre timidité. C'est du coup, c'est pour ça qu'avec Mada est là, c'est pour ça que t'es là, c'est pour ça que quand tu fais des podcasts, c'est pour ça qu'on fait des vidéos, c'est pour ça qu'on fait des soirées pour se rencontrer, c'est pour ça qu'il y a Kabar, KBR Talk, c'est pour ça que vous êtes tous là en fait. C'est pour aller, on se montre. On se montre avec humilité, mais avec humilité Exactement. on gagne, quoi. Je voulais faire avec toi un petit point culture. Vas-y. Je voulais savoir, est-ce que dans la culture malgache, il y a quelque chose, toi, qui t'a marqué? Quelque chose qui t'a vraiment marqué quand tu étais plus jeune, ou même aujourd'hui avec du recul? Une tradition, ça peut être, je sais pas, des mœurs, de la bouffe, j'en sais rien, peu importe, on est libre. En plus, moi, j'avais vraiment quelque chose en tête, mais je l'ai oublié depuis. Mais après, le truc un peu bateau, quoi. Le fiavan à prendre avec des pincettes très très. Avec beaucoup de pincettes en fait. En vrai, on a beaucoup de gens durs par fiavan. Il faut faire des choses, il faut aider la famille, même si on fait pas des choses bien. Enfin, non, je pense que c'est plutôt ça. C'est comme moi aussi, je suis très famille. Je pense que culturellement, c'est important de maintenir ça.
Parce qu'on est... je pense que c'est un bon terreau pour faire une belle nation. Parce que déjà, c'est de l'entraide. C'est le communisme, pas vraiment du communisme, parce que le communisme c'est trop extrême, c'est pas du socialisme, parce que le socialisme c'est trop capitaliste. Mais en fait, on a une manière à nous de voir les choses dans la culture malgache qui fait que on va s'entraider, on donne à son prochain, mais on donne à son prochain. D'ailleurs, qui est une notion de développement durable. Hein. On a une notion de développement durable de base, tu vois, genre c'est de base, de base, on sait le faire, de base. Et je dis, mais c'est trop bête, il faut qu'on réussisse à le nourrir. Ah, ça me vient aussi là, on en a parlé hier. C'est pas vraiment culturel, mais c'est tu sais, genre, c'est un truc que les gens, enfin, c'est les colons qui appellent ça le mouramour. Et moi, je trouve ça trop beau, le mouramour. C'est trop beau. Alors, on fait les choses à notre rythme. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de courir? On n'est pas obligé de courir. On se respecte, en plus, on se respecte, mais en même temps, on n'est pas obligé de courir. Si ça se trouve, culturellement, on peut se faire de la musique, t'es pas obligé de faire de la musique, tu vas pas faire. Comme ça, tu vas pas l'accélérer, enfin, c'est con. Ouais. Et je me dis, en fait, est-ce qu'il faudrait pas accepter ça une bonne fois pour toutes et faire les choses doucement et en communauté, quoi. Parce que moi, je trouve que la communauté, c'est un bon terreau pour Madagascar. Il faut qu'on le nourrisse et qu'on l'utilise pas de manière abusive, en fait. C'est-à-dire que par communauté, il faut qu'on se soutienne. Non, il faut s'entraider, en fait. Il faut que chaque communauté s'entraide. Si Madagascar était une personne, tu lui dirais quoi? C'est sacrée question. T'as pas réfléchi, hein? Non, en plus, le pire, c'est qu'hier, on m'a dit à peu près, genre, on m'a spoilé la question, mais depuis, j'ai pas fait le taf. Mais ouais, non, en fait, moi, si Madagascar était une personne que j'envoyais là, comme ça, je dirais. Ça vient. Je dirais de se faire confiance. Ouais, se faire confiance. Le fait que Madagascar a tout pour réussir. Tout. Et je dis pas, moi je déteste cette vieille phrase. Ouais, on a des ressources naturelles, on a des plages, tout ça. Pourquoi on n'est pas riche aujourd'hui? Non, c'est pas que ça. En fait, je pense que c'est même plus que ça. Je pense que à l'intérieur de chaque malgache, chaque malgache, de chaque culture, de chaque sous-culture, de chaque truc et tout, il y a tout pour réussir. Que ce soit dans le mindset, que ce soit dans le... surtout dans le mindset, que ce soit dans la culture, que ce soit dans le terreau, comme je disais, genre les aspects culturels et tout. Je pense que c'est méga important de se faire confiance. Et le jour où Madagascar se fera confiance, et d'ailleurs c'est important parce que si Madagascar se fait confiance à lui-même, a confiance en lui, on arrêtera peut-être ces histoires de jalousie, d'ailleurs, moi je crois pas trop. Je pense que c'est générationnel. Parce que notre génération a commencé à dépasser ça. Et je pense qu'il y a moins de ça, il y aura plus de collaboration entre nous, on commencera à travailler sur des choses, etc. Et là, le pays va, sans avoir touché aux ressources naturelles, va déjà être à un certain niveau. Et là, on pourra peut-être s'entraider de trucs là. Et là, le pays, comme il sait faire les choses avec humilité, comme on l'a dit les choses, sans être forcément discret, parce qu'on a réussi à avoir confiance en nous, que Madagascar a confiance en lui, ou en elle. Là le pays va avancer quoi. Là Madagascar va avancer. Merci beaucoup et puis écoute, je souhaite le meilleur à Mada, à tout ce que je fais, tout ce que tu fais et à toi-même du coup sur tous tes projets, etc. Et puis encore merci. Écoute, merci de m'avoir invité, ça fait plaisir de venir à Lyon. J'aime c'est un vrai plaisir de t'accueillir. C'est super cool comme échange et puis longue vie à Naman. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à la partager, abonne-toi et reste en santé, c'est le plus important. À très vite pour une nouvelle vidéo.